Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Un marché unique du transport aérien est envisagé sur le continent africain d'ici 2063, c'est du moins l'ambition de l'Union africaine. Le projet vise à créer un solide marché de transport aérien, à libéraliser l'aviation civile et accélérer l'intégration économique sur le continent. Cependant, la prédominance des compagnies aériennes non africaines qui contrôlent près de 80% du trafic aérien est observée sur le continent africain. Comment inverser la tendance? Quels sont les enjeux de la maîtrise du transport aérien, enjeux économiques et sociaux? Pour en parler ce soir, je reçois sur ce plateau Toussaint Bokatongo. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous êtes analyste économique, spécialiste du développement des PME sur le continent africain. Vous êtes au sein de l'unité de l'Université populaire du Cameroun, l'association d'experts qui analyse les enjeux économiques au Cameroun et sur le continent africain. Alors, ce projet ambitieux de l'Union africaine, c'est celui de mettre sur pied un marché unique du transport aérien. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est quelque chose qui est incontournable puisque nous allons vers une zone de libre-échange continental. Du moins, c'est ce qui est prévu. Et le transport aérien fait partie du commerce des services, parce qu'il y a le commerce des marchandises et il y a également le commerce des services. Mais le commerce aérien a une spécificité, c'est que c'est quand même quelque chose qui relève de la sécurité. Ce qui veut dire que en réalité, la réglementation y est un peu plus forte qu'ailleurs. Et je crois que c'est là le talon d'Achille. Et c'est ce qui pose un problème à nos compagnies. Parce que généralement, vous savez, dans le domaine de l'aéronautique, il n'y a pas d'à peu près. Il faut être très précis. Et ce qui se passe généralement, ce qu'on appelle souvent la tolérance administrative, ça n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est que dans l'aéronautique, la réglementation est telle que souvent nos pays n'arrivent pas à l'appliquer. Ça veut dire qu'il y a une réglementation qui existe sur les papiers, mais sur le terrain, nos pays sont souvent incapables de l'appliquer. Je vous donne un exemple. Selon les règles aujourd'hui qui existent selon la réglementation aérienne, une hôtesse, vous prenez une hôtesse de l'air. Une hôtesse de l'air que nous connaissons tous, que la compagnie connaît, qui se pointe à son lieu de service et qui a oublié sa carte professionnelle. Tout de suite, la sanction doit tomber, elle est lourde. Il faut payer 5 millions. Immédiatement, la compagnie doit payer 5 millions. Alors que c'est une hôtesse qu'on connaît. C'est la réglementation. Donc souvent, nos pays, ce genre de choses, on n'arrive pas toujours à les appliquer. Et c'est ça qui pose un problème. Ça veut dire que si l'Afrique veut rentrer dans ce club-là, il y aura des efforts à faire dans ce sens. Il faut préciser que l'Afrique représente à peine 5% du trafic aérien mondial, mais néanmoins on observe de plus en plus de passagers internationaux sur le continent africain et ce marché reste dominé par les compagnies aériennes non africaines. Qu'est-ce qui explique cette situation? C'est donc ce qu'on disait. Ce qu'on disait, c'était que il y a ce problème de réglementation qui fait que, en réalité, vous avez par exemple des normes et pratiques de l'OACI qui doivent être appliquées par les pays. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, dans un pays, on dit que la compagnie nationale ne peut pas aller en Union européenne ou ne peut pas aller, je prends un exemple, en France. Ça ne veut pas dire que la France ou l'Union européenne a interdit à ce pays d'atterrir. Ça veut simplement dire que l'autorité aéronautique de ce pays, elle-même, comme chez nous par exemple, c'est Cameroun Civil Aviation Authority, estime qu'il vaudrait mieux que sa compagnie n'y aille pas. Parce que, en fait, ce sont les défaillances par rapport à ces règlements qui font que le pays soit blacklisté, c'est-à-dire qu'il soit inscrit sur liste noire. C'est ce que les pays évitent. Donc, c'est cette difficulté que nous avons à souvent mettre en œuvre la réglementation qui risque de nous poser un problème. Je vous ai donné l'exemple pour une hôtesse. Vous imaginez bien que pour un pilote, pour un membre de l'équipage, un autre membre de l'équipage peut-être plus gradé, un commandant de bord, les sanctions sont beaucoup plus lourdes. Donc c'est un peu cette difficulté qui fait que on va y arriver certainement. Mais vous savez, il n'y a pas très longtemps,
il n'y a pas très longtemps, lorsque je m'occupais du patronat, on a eu des personnalités de la CEMAC qui étaient venues nous voir pour nous proposer de demander aux opérateurs économiques, aux entrepreneurs camerounais de prendre des actions dans une compagnie Air CEMAC. Alors, vous voyez qu'on réussit quand même à vouloir créer des compagnies alors qu'on n'a pas forcément la maîtrise de la réglementation ou de la formation. C'est très bien d'avoir un marché unique comme ça, c'est ce qui se passe par exemple à l'Union européenne. À l'Union européenne, comme c'est un marché unique, ça veut dire que une hôtesse, un steward ou un pilote qui est formé en Moldavie peut venir travailler à Air France ou à... Donc pour vous, vous posez le problème de la qualité de la formation des équipages dans le domaine de l'aviation civile, notamment dans les compagnies aériennes. Mais au-delà des aspects techniques et de formation, il y a également la stratégie commerciale à mettre sur pied pour pouvoir rentabiliser ces compagnies africaines sur le continent. Tout à fait. Donc bon, là, c'est une autre étape. Ça veut dire que, bon, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'OACI, parce que l'OACI, c'est un peu l'organisation qui regroupe toutes les compagnies sur le plan planétaire. Mais il y a également IATA. Mais IATA, c'est une association, c'est un standard commercial. Ça veut dire que sont membres c'est une corporation d'entreprises qui veulent commercialement avoir un certain niveau de prestation. C'est très apprécié par les membres, mais ça, c'est du commercial. Mais ça n'a rien de contraignant. Moi, je vous parle des choses contraignantes, c'est-à-dire le fait qu'on soit obligé de respecter des réglementation. Et justement, la formation, la maintenance, etc. font partie de ces réglementations-là. Ça veut dire que vous améliorez votre capacité. Tout le monde parle par exemple de Ethiopian Airlines, mais ce qu'on oublie, c'est souvent de dire que Ethiopian Airlines, c'est d'abord un excellent centre de formation. Ça veut dire que nous, un peu, si vous voulez, si je fais un raccourci, c'est que chez nous, souvent, on ne voit pas ce qui sous-tend la compagnie. On voit directement la compagnie. C'est vrai que c'est beaucoup plus attrayant, c'est-à-dire qu'avoir une compagnie, c'est le prestige. En même temps aussi, je veux dire que comme dans l'exploitation aéronautique, l'unité de compte, c'est le milliard. Tout le monde veut avoir une compagnie parce que ce soit les locations ou les achats d'avions, c'est beaucoup d'argent à manipuler. Donc forcément, ça attire du monde. Mais pour y arriver, il y a des préalables, et c'est de ces préalables que je vous parle. Justement, parmi ces préalables, vous évoquez l'aspect formation de l'équipage qui doit conduire, qui doit piloter ces avions. Sur les commandants de bord, les pilotes, quels sont les enjeux de formation qui se posent? Oui, disons que par exemple, pour avoir un commandant de bord, il faut former un copilote pendant 5 à 7 ans. Hein. Et quand vous avez par exemple un avion, quand vous commandez un avion, il faut à peu près compter, je ne sais pas, 5 équipages. Ça veut dire 8 à 10 pilotes. Ça veut dire que lorsque vous êtes comme Ethiopian Airlines, et que vous avez, je ne sais pas, 110 avions, ça vous fait, grosso modo, disons, 1100 pilotes. Alors, ce sont des personnes qui ont des carrières et ça fait que si jamais au niveau de l'industrie, tout ça n'est pas synchronisé, vous risquez d'arriver à des phases de pénurie. C'est-à-dire que les gens allant en retraite, etc., d'autres entrant dans le métier, étant formés, si jamais la synchronisation n'est pas bonne, si l'anticipation n'est pas parfaite au niveau de l'industrie, vous allez vous retrouver avec des avions qui sont en chantier, c'est-à-dire en construction, et qui n'ont pas de pilote. Et c'est dans cette phase que nous sommes en train d'entrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une pénurie qui va durer entre 15 et 20 ans, d'après les experts, et qui va faire qu'on aura du mal à avoir des pilotes. Est-ce que la pénurie est observée en Afrique subsaharienne de façon très importante? Oui, la pénurie est observée, c'est-à-dire que les pilotes bien formés, les pilotes aguerris, sont souvent attirés, aspirés par des pôles de croissance qui sont le Moyen-Orient, la Chine, l'Inde, qui font que les meilleurs éléments y vont.
Donc nous en Afrique centrale, on le ressent et cela pose des problèmes au niveau de quelque part de l'exploitation, puisque les meilleurs éléments s'en vont et on fait même appel souvent à des pilotes étrangers. Et le problème, c'est que même quand on en forme, une fois qu'ils sont arrivés et qu'ils passent commandant de bord, ils sont aspirés et il faut recommencer. Donc il faudrait peut-être que le système bancaire local et les États puissent trouver des formes de financement qui fassent que tout ça soit pérennisé et qu'on puisse former des gens et les garder. Mais les études de pilotage coûtent très cher et ça pose un problème. Nous, on a du mal à le faire. Dans les pays anglophones, ça se fait plus facilement. En Éthiopie, au Kenya, on trouve un système bancaire qui réussit à financer ce type d'études qui sont en fait assez atypiques parce que, si vous voulez, les passerelles entre la formation d'un pilote et l'équivalent dans une université classique, ces passerelles, par exemple en Afrique centrale, n'existent pas. Donc ce sont des formations spécifiques où il faut absolument que l'État et le système bancaire suivent, sinon c'est très difficile. Et les compagnies nationales en Afrique centrale ont très peu de parts de marché sur le trafic aérien. C'est essentiellement des compagnies françaises qui ont les plus grandes parts de marché sur le trafic aérien, notamment au Cameroun et dans le reste de la sous-région Afrique centrale. Mais il y a des compagnies, vous l'avez signalé, en Éthiopie, au Kenya, au Rwanda, mais aussi au Togo et en Afrique du Sud. On voit des compagnies qui de plus en plus s'imposent au-delà du continent africain. Quels sont les secrets de ce modèle de réussite sur le trafic, dans le transport aérien? Mais comme je vous l'ai expliqué, je pense que ça part d'abord du sérieux. Ça veut dire que quelque part vous avez des réglementations qui sont respectées, ça part de la formation, ça part de la maintenance. Donc toutes ces techniques-là, le Cameroun à un moment donné était très bien parti en termes de formation, en termes de maintenance, etc. Mais le simple fait qu'on ne soit pas suffisamment peut-être attentif aux questions de réglementation en général nous a un peu fait perdre tout ça, et ça fait que je pense que tout le monde le sait, c'est-à-dire que tout le monde sait que pour arriver à une bonne compagnie aérienne, il y a la réglementation, la formation, mais ce sont des étapes souvent qui ne sont pas très respectées dans nos pays. Mais certains États et certains dirigeants de ces compagnies estiment que ça coûte énormément à la fois de respecter la réglementation, d'assurer la formation du personnel, et la question de la rentabilité également se pose avec acuité. Mais vous savez, dans un pays, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le ministère des Transports qui assure la tutelle. Alors, la division du transport aérien du ministère des Transports a sous elle, si vous voulez, l'autorité aéronautique, il y a l'ADC, il y a la SECNA. Mais si l'autorité dit là, c'est pas bon, à la limite, si le ministre veut, il peut dire, même comme votre avis technique est négatif, moi je prends sur moi la responsabilité d'eux. Mais généralement, vous savez, le contrat qu'il y a entre un État et une compagnie aérienne est fondamentalement sur la sécurité. Ça veut dire que lorsque vous prenez un billet Douala-Paris, ce qu'on vous vend réellement, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière ce contrat, c'est la sécurité. C'est-à-dire, à la limite, on peut vous laisser, si vous dites Paris, on va vous laisser à Marseille et vous continuez en train. C'est pas ça le problème, ça change rien, pas grand-chose. Mais l'essentiel, c'est que le pays s'engage à dire que nous assurons votre sécurité. Alors moi, à cette question, je vous pose la question, parce que vous savez, il y a pas longtemps, on a entendu dire dans le transport terrestre interurbain, il y a des compagnies qui ne sont pas agréées, etc., etc., etc. Bon, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas agréées et qu'on les laisse fonctionner? C'est-à-dire que cette sorte de laisser aller peut quand même poser un problème, parce qu'on se pose la question fondamentale: que vaut la vie humaine? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, est-ce que on doit commencer à vouloir faire des économies en disant « Oh, mais ça nous coûte cher de respecter la réglementation ». Ces réglementations existent parce qu'elles sont là pour protéger les vies humaines. Donc, que vaut une vie humaine au Cameroun? C'est peut-être ça la question qu'il fallait poser. Et au-delà de ces aspects que vous évoquez, il y a les enjeux économiques
de l'amélioration de la compétitivité des compagnies aériennes africaines sur un marché qui est de plus en plus florissant, avec des touristes internationaux qui viennent sur le continent, mais qui sont des passagers d'autres compagnies non africaines. Pour vous, quels sont les enjeux économiques du développement du transport aérien africain et la prise en compte de la formation dans les compagnies aériennes sur le continent? Non, mais c'est un marché qu'il va falloir, c'est un marché captif pour nous, puisque de toutes les façons, vous avez des pays qui, aujourd'hui, vu les infrastructures routières inadéquates ou alors ferroviaires, il n'y a que l'avion. Vous avez des grands pays comme la RDC où effectivement aller d'une région à une autre sans l'avion c'est un peu difficile. Donc ce sont des marchés qu'il va absolument falloir que en termes de compétitivité, et c'est un peu sur ces questions qu'on travaille. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'Université populaire du Cameroun, l'UPCA, qui regroupe justement des Camerounais qui ont l'ambition d'arrimer les ressources humaines camerounaises aux standards internationaux. C'est un peu ça, c'est-à-dire comment faire pour que nous ayons la capacité de bénéficier de ce marché captif. Ça se passe chez nous et il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de transporter nos propres passagers. Donc il faut améliorer en termes de marketing, en termes comment on appelle, d'équipement, en termes de flotte adaptée. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Il y a le plan de relance de Camerco qui a été initié. Comment appréciez-vous l'évolution de cette compagnie aérienne qui est en train de prendre sa place sur dans le marché du trafic sur le ciel camerounais? Non, mais je pense qu'il y a des choses qui sont faites. Et là aussi, comme je vous l'ai dit, je sais qu'en ce moment, on ne fait pas de vol à l'international, c'est-à-dire qu'on est un peu resté local ou régional. Bref, toujours est-il qu'il va falloir, et on y revient, que ces questions de réglementation soient réglées et que notre compagnie prenne définitivement son envol. Vous avez évoqué l'aspect de la formation. C'est un aspect très important pour les compagnies aériennes. Est-ce que le Cameroun dispose justement des structures de formation aux standards internationaux afin de pouvoir fournir le marché en ressources humaines de qualité? Bien sûr, mais je pense qu'il est un peu difficile de parler de l'aéronautique en termes de pays dans notre sous-région. C'est-à-dire, s'il faut que chaque pays ait sa compagnie, chaque pays ait son centre de formation, c'est un peu difficile. Donc, il vaut mieux parler de manière régionale. Et au niveau régional, je sais qu'il y a le code CEMAC il y a un code CEMAC sur l'aviation civile qui a été, je pense, adopté dans les années 2000. Nous-mêmes, au niveau du Cameroun, nous avons une loi, toute une loi qui est sur l'aviation civile, qui est de 98. Donc, en fait, sur le plan réglementaire, les textes existent. Maintenant, il va simplement falloir qu'on essaye de voir comment créer des structures peut-être régionales qui permettent de pouvoir mutualiser des efforts. C'est un peu ça qui manque en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a des structures, mais ces structures, comme elles travaillent dans des marchés étroits, sont obligées, par exemple, de faire une partie de la formation. C'est-à-dire, je sais qu'aujourd'hui, il est possible de former des pilotes, mais la formation théorique se passera au Cameroun et la formation pratique peut-être dans un pays du Maghreb pour des raisons parce que le pilotage c'est ça, la pratique il faut voler, donc ces infrastructures là manquent. Mais je pense que si les politiques et les banquiers et tout ce monde là décidaient de travailler dans le sens de doter le pays de ces infrastructures, ce serait beaucoup plus facile de former. Donc, du coup, ça revient cher. Et aujourd'hui, malheureusement au Cameroun, ce sont les plus riches qui deviennent pilotes, pas forcément les meilleurs, ce qui est quand même dommage. Comment justement résoudre ce problème de la pénurie de la ressource humaine, notamment des pilotes dans les compagnies aériennes africaines? Disons que, la pénurie existe. Les ressources humaines existent également, c'est-à-dire que des jeunes
bien formés, niveau bac+2, scientifique, avec un esprit rigoureux, existent. Mais maintenant, comment font-ils s'ils ont des parents désargentés pour financer ces études? Donc, aujourd'hui, au Cameroun, c'est un peu difficile parce que la seule issue, c'est par exemple la banque. Mais la banque va vous dire, quand elle est vraiment intéressée, ok, d'accord, on vous donne un crédit, mais ce sera peut-être remboursé sur 3 ans. C'est trop court. C'est-à-dire, par exemple, au Kenya, les études de pilote sont remboursées sur 9 ans. Ce sont des taux bonifiés, etc. Donc, il y a toute une volonté politique derrière et tout un système bancaire qui perçoit les enjeux du développement. Donc, c'est à ce niveau. Et c'est un peu sur ces questions que l'UPCA travaille, l'Université populaire travaille, et avec des professionnels pour essayer de voir les différentes options qu'il y a pour s'en sortir. Alors, il y a aussi les infrastructures aéroportuaires et les hubs qui sont tout aussi importants sur le continent africain. Comment appréciez-vous l'état de ces infrastructures, notamment en Afrique subsaharienne, où très peu d'investissements sont effectués dans ce sens-là? Oui, donc chez nous, ça nous ramène un peu à l'aéroport du Cameroun qui gère nos aéroports internationaux et puis de la quinzaine d'aérodromes domestiques, disons-le comme ça, qui existent. Je pense qu'il y a des choses à faire, il y a des investissements, mais je suis confiant. Je pense que une fois qu'on aura réglé tous ces problèmes de suivi de la réglementation, une fois que les questions de marketing seront mieux abordées, je pense qu'il n'y a pas de problème, puisque en termes de texte, l'ouverture est là, que ce soit au niveau de la CEMAC, c'est accepté pour ouvrir le marché, que ce soit au niveau même africain, on appelle la décision de Yamoussoukro, qui a aussi été adoptée, je pense, en 2001, permet la libéralisation complètement du marché de l'aviation civile. Donc je pense que les investisseurs et surtout d'autres lois même au niveau du Cameroun facilitent l'implication du secteur privé dans ce secteur-là. On a vu des investissements conséquents être effectués au Togo, devenu un hub aussi important, au Sénégal également, où il y a eu un nouvel aéroport et de nouveaux aérogares qui ont également été construits. Pendant ce temps, en Afrique centrale, on est à la traîne. Comment analysez-vous de façon comparative ces investissements faits en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale? Oui, non, mais je pense que c'est une question simplement de, comme je disais, de volonté politique. Une fois que la volonté sera là, ça va démarrer, puisque parlant même de la formation, à un moment donné, ceux de l'Afrique de l'Ouest venaient se former en Afrique centrale, ici au Cameroun, etc. Depuis, là aussi, la Côte d'Ivoire, par exemple, a fait des efforts gigantesques. Et puis maintenant, je pense qu'au niveau de la formation, ils ont avancé. Donc, comme je vous le dis, je pense que tout le monde est conscient. Les décideurs sont conscients. Ce que je vous dis, je ne l'invente pas, c'est-à-dire qu'ils le savent. Ils savent bien qu'il y a des préalables qu'il va falloir qu'on saisisse et qu'on règle de manière concrète. Et dès que ces préalables-là sont réglés, tout le monde sait où se posent des problèmes et ça va démarrer. Merci Toussaint Mboka Tongo. Je rappelle que vous êtes analyste économique, spécialiste du développement du secteur privé et vous êtes au sein de ce groupement d'experts camerounais qui vise à améliorer la qualité des ressources humaines sur le continent africain. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi Tendance économique. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle